L'aspect de madame de Forcheville était si miraculeux qu'on ne pouvait même pas dire qu'elle avait rajeuni, mais plutôt qu'avec tous ses carmins, toutes ses rousseurs, elle avait refleuri. Plus même que l'incarnation de l'exposition universelle de 1878, elle eût été, dans une exposition végétale d'aujourd'hui, la curiosité et le clou. Pour moi, du reste, elle ne semblait pas dire «je suis l'exposition de 1878», mais plutôt «je suis l'allée des acacias de 1892». Il semblait qu'elle pût y être encore. D'ailleurs, justement parce qu'elle n'avait pas changé, elle ne semblait guère vivre. Elle avait l'air d'une rose, stérilisée. Je lui dis bonjour, elle chercha quelque temps, mais en vain, mon nom sur mon visage. Je me nommais, et aussitôt, comme si j'avais perdu, grâce à ce nom incantateur, l'apparence d'arbousier ou de kangourou que l'âge m'avait sans doute donné, elle me reconnut et se mit à me parler de cette voix si particulière, que les gens qui l'avaient applaudie dans les petits théâtres étaient si émerveilleux quand ils étaient invités à déjeuner avec elle, à la ville, de retrouver dans chacune de ses paroles, pendant toute la causerie, tant qu'ils voulaient. Cette voix était restée la même, inutilement chaude, prenante, avec un rien d'accent anglais. Et pourtant, de même que ses yeux avaient l'air de me regarder d'un rivage lointain, sa voix était triste, presque suppliante, comme celle des morts dans l'Odyssée. Odette eût pu jouer encore. Je lui fis des compliments sur sa jeunesse. Elle me dit «Ah, vous êtes gentil, my dear, merci». Et comme elle donnait difficilement à un sentiment, même le plus vrai, une expression qui ne fut pas affectée par le souci de ce qu'elle croyait élégant, elle répéta à plusieurs reprises «Merci tant, merci tant». Mais moi, qui avais jadis fait de si longs trajets pour l'apercevoir au bois, qui avais écouté le son de sa voix tomber de sa bouche, la première fois que j'avais été chez elle, comme un trésor, les minutes passées maintenant auprès d'elle me semblaient interminables, à cause de l'impossibilité de savoir que lui dire. Et je m'éloignais. Hélas, elle ne devait pas rester toujours telle. Moins de 3 ans après, non pas en enfance, mais un peu ramollie, je devais la voir à une soirée donnée par Gilberte, devenue incapable de cacher sous un masque immobile ce qu'elle pensait. Pensait est beaucoup dire, ce qu'elle éprouvait, hochant la tête, serrant la bouche, secouant les épaules à chaque impression qu'elle ressentait comme ferait un ivrogne, un enfant, comme font certains poètes qui ne tiennent pas compte de ce qui les entoure, et, inspirés, composent dans le monde, et tout en allant à table au bras d'une dame étonnée, froncent les sourcils, font la moue. Les impressions de madame de Forcheville, sauf une, celle qu'il avait fait précisément assister à la soirée donnée par Gilberte, la tendresse pour sa fille bien-aimée, l'orgueil qu'elle donna une soirée si brillante, orgueil que ne voilait pas chez la mère la mélancolie de ne plus être rien. Ces impressions n'étaient pas joyeuses, et commandaient seulement une perpétuelle défense contre les avanies qu'on lui faisait. Défense timorée comme celle d'un enfant. On n'entendait que ces mots. Je ne sais pas si madame de Forcheville me reconnaît, je devrais peut-être me faire présenter à nouveau. Ça, par exemple, vous pouvez vous en dispenser. Répondait-on à tue-tête sans songer que la mère de Gilberte entendait tout sans y songer, ou sans s'en soucier. C'est bien inutile pour l'agrément qu'elle vous apportera. On la laisse dans son coin. Du reste, elle est un peu gaga. Furtivement, madame de Forcheville lançait un regard de ses yeux restés si beaux sur les interlocuteurs injurieux, puis vite ramenait ce regard à elle de peur d'avoir été impoli, et tout de même, agité par l'offense, taisant sa débile indignation, on voyait sa tête branler, sa poitrine se soulever. Elle jetait un nouveau regard sur un autre assistant, aussi peu poli, et ne se tenait pas outre mesure, car se sentant très mal depuis quelques jours, elle avait à mots couverts suggéré à sa fille de remettre la fête. Mais sa fille avait refusé.
Madame de Forcheville ne l'en aimait pas moins. Toutes les duchesses qui entraient, l'admiration de tout le monde pour le nouvel hôtel, inondaient de joie son cœur. Et, quand entra la marquise de Sebran, qui était alors la dame où menait si difficilement le plus haut échelon social, Madame de Forcheville sentit qu'elle avait été une bonne et prévoyante mère, et que sa tâche maternelle était achevée. De nouveaux invités, ricaneurs, la firent à nouveau regarder et parler toute seule, si c'est parler que tenir un langage muet qui se traduit seulement par des gesticulations. Si belle encore, elle était devenue ce qu'elle n'avait jamais été, infiniment sympathique. Car elle, qui avait trompé Swann et tout le monde, c'était l'univers entier qui maintenant la trompait. Elle était devenue si faible qu'elle n'osait même plus, les rôles étant retournés, se défendre contre les hommes. Et bientôt, elle ne se défendrait pas contre la mort. Mais après cette anticipation, revenons 3 ans en arrière, c'est-à-dire à la matinée où nous sommes chez la princesse de Guermantes. Bloch m'avait demandé de le présenter au maître de maison. Je ne fis à cela pas l'ombre des difficultés auxquelles je m'étais heurté le jour où j'avais été pour la première fois en soirée chez le prince de Guermantes, qui m'avait semblé naturel. Alors que maintenant, cela me semblait si simple de lui présenter un de ses invités, et cela même m'eût paru simple de me permettre de lui amener et présenter à l'improviste quelqu'un qu'il n'eût pas invité. Était-ce parce que, depuis cette époque lointaine, j'étais devenu un familier, quoique depuis quelque temps, oublié de ce monde, ou alors j'étais si nouveau? Était-ce, au contraire, parce que, n'étant pas un véritable homme du monde, tout ce qui fait difficulté pour eux n'existait plus pour moi, une fois la timidité tombée? Était-ce parce que, les êtres ayant peu à peu laissé tomber devant moi leur premier, souvent leur second, leur troisième aspect factice, je sentais derrière la hauteur dédaigneuse du prince une grande avidité humaine de connaître des êtres, de faire la connaissance de ceux-là même qu'ils affectent de dédaigner. Était-ce parce que aussi le prince avait changé, comme tous ces insolents de la jeunesse et de l'âge mûr, à qui la vieillesse apporte sa douceur, d'autant plus que les hommes débutants et les idées inconnues contre lesquelles ils regimbaient, ils les connaissaient depuis longtemps de vue et les avaient reçues autour d'eux. Surtout si cette vieillesse a pour adjuvant quelques vertus ou quelques vices qui étendent les relations. Ou la révolution que fait une conversion politique, comme celle du prince au dreyfusisme. Bloch m'interrogeait comme moi, je faisais autrefois en entrant dans le monde, comme il m'arrivait encore de faire sur les gens que j'y avais connus alors et qui étaient aussi loin, aussi à part de tout, que ces genres de Combray qu'il m'était souvent arrivé de vouloir situer exactement. Mais Combray avait pour moi une forme si à part, si impossible à confondre avec le reste, que c'était un pulse que je ne pouvais jamais arriver à faire rentrer dans la carte de France. Alors je ne peux avoir aucune idée de ce qu'était jadis le prince de Guermantes en me représentant Swann ou Monsieur de Charlus, me demandait Bloch, à qui j'avais longtemps emprunté sa manière de parler et qui maintenant imitait souvent la mienne. Nullement. Mais en quoi consiste la différence? Il aurait fallu les entendre parler entre eux, pour la saisir, mais c'est maintenant impossible. Swann est mort et M. de Charlus ne vaut guère mieux. Mais cette différence était énorme. Et tandis que l'œil de Bloch brillait en pensant à ce que pouvait être la conversation de ces personnages merveilleux, je pensais que je lui exagérais le plaisir que j'avais eu à me trouver avec eux, n'en ayant jamais ressenti que quand j'étais seul, et l'impression des différenciations véritables n'ayant lieu que dans notre imagination. Bloch s'en aperçut-il. « Tu me peux peut-être cela trop en beau, me dit-il. Ainsi, la maîtresse de maison d'ici, la princesse de Guermantes. Bon, je sais bien qu'elle n'est plus jeune, mais enfin, il n'y a pas tellement longtemps que tu me parlais de son charme incomparable, de sa merveilleuse beauté. Certes, je reconnais qu'elle a grand air et
Elle a bien ces yeux extraordinaires dont tu me parlais, mais enfin, je la trouve pas tellement inouïe que tu disais. Bon, évidemment, elle est très racée, mais enfin, je fus obligé de dire à Bloch qu'il ne me parlait pas de la même personne. La princesse de Guermantes, en effet, était morte, et c'est l'ex-madame Verdurin que le prince, ruiné par la défaite allemande, avait épousée, et que Bloch ne reconnaissait pas. Tu te trompes, j'ai cherché dans le Gotha de cette année, me confessa naïvement Bloch. Et j'ai trouvé le prince de Guermantes, habitant l'hôtel où nous sommes, et marié à tout ce qu'il y a de plus grandiose. Attends un peu que je me rappelle. Marié à Sidonie, duchesse de Duras, née d'Hébault. En effet, Madame Verdurin, peu après la mort de son mari, avait épousé le vieux duc de Duras, ruiné, qu'il avait faite cousine du prince de Guermantes et était mort après 2 ans de mariage. Il avait été pour Madame Verdurin une transition fort utile, et maintenant celle-ci, par un 3e mariage, était princesse de Guermantes et avait fait, dans le faubourg Saint-Germain, une grande situation qui eût fort étonné à Combray, où les dames de la rue de l'Oiseau, la fille de Madame Goupil et la belle-fille de Madame Sazera, toutes ces dernières années avant que Madame Verdurin ne fût princesse de Guermantes, avaient dit, en ricanant, la duchesse de Duras, comme si c'eût été un rôle que Madame Verdurin eût tenu au théâtre. Même le principe des castes voulant qu'elle mourût Madame Verdurin, ce titre, qu'on ne s'imaginait lui conférer aucun pouvoir mondain nouveau, faisait plutôt mauvais effet. Faire parler d'elle. Cette expression qui, dans tous les mondes, est appliquée à une femme qui a un amant, pouvait l'être dans le faubourg Saint-Germain à celles qui publient des livres, dans la bourgeoisie de Combray à celles qui font des mariages dans un sens ou dans l'autre, disproportionnés. Quand elle eut épousé le prince de Guermantes, on dut se dire que c'était un faux Guermantes, un escroc. Pour moi, à me figurer cette identité de titre, de nom, qui faisait qu'il y avait encore une princesse de Guermantes, et qu'elle n'avait aucun rapport avec celle qui m'avait tant charmé, et qui n'était plus, qui était comme une morte sans défense, à qui on l'eût volée. Il y avait quelque chose d'aussi douloureux qu'à voir les objets qu'avait possédés la princesse Edwige, comme son château, comme tout ce qui avait été à elle, et dont une autre jouissait. La succession au nom est triste, comme toutes les successions, comme toutes les usurpations de propriété. Et toujours sans interruption viendrait, comme un flot de nouvelles princesses de Guermantes, ou plutôt millénaires, remplacées d'âge en âge dans son emploi par une femme différente, vivrait une seule princesse de Guermantes, ignorante de la mort, indifférente à tout ce qui change et blesse nos cœurs, et le nom, comme la mer, refermerait sur celle qui sombre de temps à autre sa toujours pareille et immémoriale placidité. Mais, contradiction avec cette permanence, les anciens habitués assuraient que dans le monde, tout était changé, qu'on y recevait des gens que jamais de leur temps on n'aurait reçus. Et comme on dit, c'était vrai, et ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai parce qu'ils ne se rendaient pas compte de la courbe du temps qui faisait que ceux d'aujourd'hui voyaient ces gens nouveaux à leur point d'arrivée, tandis qu'eux se le rappelaient à leur point de départ. Et quand eux, les anciens, étaient entrés dans le monde, il y avait là des gens arrivés dont d'autres se rappelaient le départ. Une génération suffit pour que s'y ramène ce changement, qui en des siècles s'est fait pour le nom bourgeois d'un Colbert devenu noble. Et d'autre part, cela pouvait être vrai. Car si les personnes changent de situation, les idées et les coutumes les plus indéracinables, de même que les fortunes, les alliances de pays et les haines de pays, changent aussi, parmi lesquelles même celle de ne recevoir que des gens chics. Non seulement le snobisme change de forme, mais il pourrait disparaître, comme la guerre même, et les radicaux. Les juifs être reçus au jockey. Certes, même ce changement extérieur dans les figures que j'avais connues n'était que le symbole d'un changement intérieur qui s'était effectué jour par jour.
Peut-être ces gens n'avaient-ils continué à accomplir les mêmes choses, mais jour par jour, l'idée qu'ils se faisaient d'elles et des êtres qu'ils fréquentaient, ayant un peu de vie, au bout de quelques années, sous les mêmes noms, c'étaient d'autres choses, d'autres gens qu'ils aimaient, et étaient devenus d'autres personnes. Il eût été étonnant qu'ils n'eussent pas eu de nouveaux visages. Si, dans ces périodes de 20 ans, les conglomérats de coteries se défaisaient et se reformaient selon l'attraction d'astres nouveaux, destinés d'ailleurs, eux aussi, à s'éloigner puis à reparaître, des cristallisations, puis des émiettements, suivis de cristallisations nouvelles, avaient lieu dans l'âme des êtres. Si pour moi la duchesse de Guermantes avait été bien des personnes, pour la duchesse de Guermantes, pour madame de Swann, etc., telle personne donnée avait été un favori d'une époque précédant l'affaire Dreyfus, puis un fanatique ou un imbécile à partir de l'affaire Dreyfus, qui avait changé pour eux la valeur des êtres et reclassé autour les partis, lequel s'était depuis encore défait et refait. Ce qui y sert puissamment et y ajoute son influence aux pures affinités intellectuelles, c'est le temps écoulé qui nous fait oublier nos antipathies, nos dédains, les raisons mêmes qui expliquaient nos antipathies et nos dédains. Si on eût jadis analysé l'élégance de la jeune madame Léonore de Cambremer, on y eût trouvé qu'elle était la nièce du marchand de notre maison, Jupien, et que ce qui avait pu s'ajouter à cela pour la rendre brillante, c'était que son oncle procurait des hommes à monsieur de Charlus. Mais tout cela combiné avait produit des effets scintillants, alors que les causes, déjà lointaines, non seulement étaient inconnues de beaucoup de nouveaux, mais encore que ceux qui les avaient connus les avaient oubliés, pensant beaucoup plus à l'éclat actuel qu'aux hontes passées, car on prend toujours un nom dans son acception actuelle. Et c'était l'intérêt de ces transformations des salons, qu'elles étaient aussi un effet du temps perdu et un phénomène de mémoire. Parmi les personnes présentes se trouvait un homme considérable qui venait, dans un procès fameux, de donner un témoignage dont la seule valeur résidait dans sa haute moralité devant laquelle les juges et les avocats s'étaient unanimement inclinés et qui avait entraîné la condamnation de 2 personnes. Aussi eut-il un mouvement de curiosité et de déférence quand il entra. C'était Morel. J'étais peut-être le seul à savoir qu'il avait été entretenu par M. de Charlus, puis par Saint-Loup, et en même temps par un ami de Saint-Loup. Malgré ses souvenirs, il me dit bonjour avec plaisir, quoique avec réserve. Il se rappelait le temps où nous nous étions vus à Balbec, et ses souvenirs avaient pour lui la poésie et la mélancolie de la jeunesse. Mais il y avait aussi des personnes que je ne pouvais pas reconnaître pour la raison que je ne les avais pas connues. Car aussi bien que sur les êtres eux-mêmes, le temps avait aussi, dans ces salons, exercé sa chimie sur la société. Ce milieu, en la nature spécifique duquel, défini par certaines affinités qui lui attiraient tous les grands noms princiers de l'Europe, et par la répulsion qui éloignait d'elle tout élément non aristocratique, j'avais trouvé un refuge matériel pour ce nom de Guermantes, auquel il prêtait sa dernière réalité. Ce milieu avait lui-même subi, dans sa constitution intime, et que j'avais cru stable, une altération profonde. La présence de gens que j'avais vus dans toute autre société et qui me semblaient ne devoir jamais pénétrer dans celle-là m'étonnait moins encore que l'intime familiarité avec laquelle ils y étaient reçus, appelés par leur prénom. Un certain ensemble de préjugés aristocratiques, de snobisme qui jadis écartaient automatiquement du nom de Guermantes tout ce qui ne s'harmonisait pas avec lui, avait cessé de fonctionner. Certains étrangers qui, quand j'avais débuté dans le monde, donnaient de grands dîners où ils ne recevaient que la princesse de Guermantes, la duchesse de Guermantes, la princesse de Parme, et étaient chez ces dames à la place d'honneur, passaient pour ce qu'il y a de mieux assis dans la société d'alors, et étaient peut-être, avaient passé sans laisser aucune trace. Étaient-ce des étrangers en mission diplomatique repartis pour leur pays? Peut-être un scandale? Un suicide, un enlèvement les avait-il empêchés de reparaître dans le monde? Ou bien étaient-ils allemands? Mais leur nom ne devait son lustre qu'à leur situation d'alors,
et n'étaient plus portés par personne. On ne savait même pas qui je voulais dire. Et si je parlais d'eux, en essayant d'épeler le nom, on croyait à des rastaquaires. Les personnes qui n'auraient pas dû, selon l'ancien code social, se trouver là, avaient, à mon grand étonnement, pour meilleurs amis, des personnes admirablement nées, lesquelles n'étaient venues s'embêter chez la princesse de Guermantes qu'à cause de leurs nouvelles amies. Car ce qui caractérisait le plus cette société, c'était sa prodigieuse aptitude au déclassement. Détendus ou brisés, les ressorts de la machine refoulante ne fonctionnaient plus. 1000 corps étrangers y pénétraient, lui ôtaient toute homogénéité, toute tenue, toute couleur. Le faubourg Saint-Germain, comme une douairière gâteuse, ne répondait que par des sourires timides à des domestiques insolents qui envahissaient ses salons, buvaient son orangeade et lui présentaient leur maîtresse. Encore, la sensation du temps écoulé et de l'anéantissement d'une partie de mon passé disparu m'était-elle donnée moins vivement encore par la destruction de cet ensemble cohérent qu'avait été le salon de Guermantes, d'éléments dont 1000 nuances, 1000 raisons expliquaient la présence, la fréquence, la coordination, qu'expliquaient par l'anéantissement même de la connaissance des 1000 raisons, des 1000 nuances qui faisaient que tel qui s'y trouvait encore maintenant, y était tout naturellement indiqué et à sa place, tandis que tel autre qui l'y coudoyait y présentait une nouveauté suspecte. Cette ignorance n'était pas que du monde, mais de la politique, de tout. Car les mémoires durent moins que la vie chez les individus. Et d'ailleurs, de très jeunes, qui n'avaient jamais eu les souvenirs abolis chez les autres, faisaient maintenant partie du monde, et très légitimement, faisant partie du monde, très légitimement, même au sens nobiliaire. Les débuts étant oubliés ou ignorés, on prenait les gens au point d'élévation ou de chute, où ils se trouvaient, croyant qu'il n'en avait toujours été ainsi, et que la princesse de Guermantes et Bloch avaient toujours eu la plus grande situation, que Clémenceau et Viviani avaient toujours été conservateurs. Et comme certains faits ont plus de durée, le souvenir exécré de l'affaire Dreyfus persistant vaguement chez eux grâce à ce que leur avait dit leur père. Si on leur disait que Clémenceau avait été Dreyfusard, ils disaient « Pas possible, vous confondez, il est juste de l'autre côté ». Des ministres tarés et d'anciennes filles publiques étaient tenus pour des parangons de vertu. Quelqu'un ayant demandé à un jeune homme de la plus grande famille s'il n'y avait pas eu quelque chose à dire sur la mère de Gilberte, le jeune seigneur répondit qu'en effet, dans la première partie de son existence, elle avait épousé un aventurier du nom de Swann, mais qu'ensuite, elle avait épousé un des hommes les plus en vue de la société, le comte de Forcheville. Sans doute quelques personnes encore dans ce salon, la duchesse de Guermantes par exemple, eussent souri de cette assertion, qui, niant l'existence de Swann, me paraissait monstrueuse, alors que moi-même, jadis, à Combray, j'avais cru avec ma grande-tante que Swann ne pouvait connaître que des princesses, enfin pas de princesses, et aussi des femmes qui eussent pu se trouver là, mais qui ne sortaient plus guère, les duchesses de Montmorency, de Mouchy, de Sagan, qui avaient été les amies intimes de Swann, et n'avaient jamais aperçu ce Forcheville, non reçu dans le monde au temps où elles y allaient encore. Mais précisément, c'est que la société d'alors, de même que les visages d'aujourd'hui modifiés et les cheveux blonds, remplacés par des cheveux blancs, n'existaient plus que dans la mémoire d'êtres dont le nombre diminuait tous les jours. Bloch, pendant la guerre, avait cessé de sortir, de fréquenter ces anciens milieux d'autrefois où il faisait piètre figure. En revanche, il n'avait cessé de publier de ses ouvrages, dont je m'efforçais aujourd'hui de ne pas être entravé par elles, de détruire l'absurde sophistique, ouvrage sans originalité, mais qui donnait aux jeunes gens et à beaucoup de femmes du monde l'impression d'une auteur intellectuelle peu commune, d'une sorte de génie. Ce fut donc après une scission complète entre son ancienne mondanité et la nouvelle que, dans une société reconstituée, il avait fait, pour une phase nouvelle de sa vie, honorée, glorieuse, une apparition de grand homme. Les jeunes gens ignoraient naturellement qu'il fit à cet âge-là des débuts dans la société. D'autant que le peu de noms qu'il avait retenus dans la fréquentation de Saint-Loup lui permettait de donner à son prestige actuel une sorte de recul indéfini. En tout cas, il paraissait un de ces hommes de talent qui à toute époque ont fleuri dans le grand monde et on ne pensait pas qu'il eût jamais vécu ailleurs. Dès que j'eus fini de parler au prince de Guermantes, Bloch se saisit de moi et me présenta à une jeune femme qui avait beaucoup entendu parler de moi par la duchesse de Guermantes.
Si les gens des nouvelles générations tenaient la duchesse de Guermantes peu à peu pour peu de choses, parce qu'elle connaissait les actrices, etc., etc., les dames, aujourd'hui vieilles, de la famille la considéraient toujours comme un personnage extraordinaire. D'une part parce qu'elle savait exactement sa naissance, sa primauté héraldique, ses intimités avec ce que Madame de Forcheville appelait des royalties, mais encore parce qu'elle dédaignait de venir dans la famille, s'y ennuyait et qu'on savait qu'on n'y pouvait jamais compter sur elle. Ses relations théâtrales et politiques, d'ailleurs mal sues, ne faisaient qu'augmenter sa rareté, donc son prestige. De sorte que, tandis que dans le monde politique et artistique, on la tenait pour une créature mal définie, une sorte de défroqué du faubourg Saint-Germain qui fréquente les sous-secrétaires d'État et les étoiles, dans ce même faubourg Saint-Germain, si on donnait une belle soirée, on disait « Est-ce même la peine d'inviter Marie Sosten? Elle ne viendra pas. Enfin, pour la forme, mais il ne faut pas se faire d'illusions. » Ici, vers 10h30, dans une toilette éclatante, paraissant de ses yeux durs pour elle mépriser toutes ses cousines, entrait Marie Sosten, qui s'arrêtait sur le seuil avec une sorte de majestueux dédain, et si elle restait 1 heure, c'était une plus grande fête pour la vieille grande dame qui donnait la soirée qu'autrefois pour un directeur de théâtre que Sarah Bernard, qui avait vaguement promis un concours sur lequel on ne comptait pas, fut venue et eut, avec une complaisance et une simplicité infinie, récité au lieu du morceau promis 20 autres. La présence de Marie Sosten, à laquelle les chefs de cabinet parlaient de haut en bas, et qui n'en continuait pas moins, l'esprit mène ainsi le monde, à chercher à en connaître de plus en plus, venait de classer la soirée de la Douairière, où il n'y avait pourtant que des femmes excessivement chics, en dehors et au-dessus de toutes les autres soirées de douairières de la même season, comme aurait dit encore Madame de Forcheville, mais pour lesquelles soirées ne s'était pas dérangée Marie Sosten, qui était une des femmes les plus élégantes du jour. Le nom de la jeune femme à laquelle Bloch m'avait présenté m'était entièrement inconnu, et celui des différentes Guermantes ne devait pas lui être très familier, car elle demanda à une Américaine à quel titre Madame de Saint-Loup avait l'air si intime avec toute la plus brillante société qui se trouvait là. Or, cette Américaine était mariée au comte de Furcy, parent obscur des Forcheville et pour lequel il représentait ce qu'il y a de plus brillant au monde. Aussi, répondit-elle tout naturellement, quand ce ne serait que parce qu'elle est née Forcheville, c'est ce qu'il y a de plus grand. Encore, Madame de Furcy, tout en croyant naïvement le nom de Forcheville supérieur à celui de Saint-Loup, savait-elle du moins ce que c'était que ce dernier. Mais la charmante amie de Bloch et de la duchesse de Guermantes l'ignorait absolument, et étant assez étourdie, répondit de bonne foi à une jeune fille qui lui demandait comment Madame de Saint-Loup était parente du maître de la maison, le prince de Guermantes, par les Forcheville. Renseignement que la jeune fille communiqua, comme si elle l'avait possédé de tout temps, à une de ses amies, laquelle, ayant mauvais caractère et étant nerveuse, devint rouge comme un coq la première fois qu'un monsieur lui dit que ce n'était pas par les Forcheville que Gilberte tenait aux Guermantes, de sorte que le monsieur crut qu'il s'était trompé, adopta l'erreur et ne tarda pas à la propager. Les dîners, les fêtes mondaines étaient pour l'américaine une sorte d'école Berlitz. Elle entendait les noms et les répétait sans avoir connu préalablement leur valeur, leur portée exacte. On expliqua à quelqu'un qui demandait si Tansonville venait à Gilberte de son père, M. de Forcheville, que cela ne venait pas du tout par là. C'était une terre de la famille de son mari, que Tansonville était voisin de Guermantes, appartenait à Madame de Marsante, était très hypothéquée, avait été rachetée en dot par Gilberte. Enfin, un vieux de la vieille, ayant évoqué Swann, ami des Sagan et des Mouchy, et l'américaine amie de Bloch ayant demandé comment je l'avais connue, déclara que je l'avais connue chez Madame de Guermantes, ne se doutant pas du voisin de campagne, jeune ami de mon grand-père qu'il représentait pour moi. Des méprises de ce genre ont été commises par les hommes les plus fameux, et passent pour particulièrement graves dans toute société conservatrice. Saint-Simon, voulant montrer que Louis XIV était d'une ignorance qui le fit tomber quelquefois en public dans les absurdités les plus grossières, ne donne de cette ignorance que 2 exemples, à savoir que le roi,
ne sachant pas que Raynel était de la famille de Clermont-Gallerande, ni Saint-Hérem de celle de Montmorin, les traita en hommes de peu. Du moins, en ce qui concerne Saint-Hérem, avons-nous la consolation de savoir que le roi ne mourut pas dans l'erreur, car il fut détrompé fort tard par M. de la Rochefoucauld. Encore, ajoute Saint-Simon avec un peu de pitié, lui fallut-il expliquer quelles étaient ces maisons que leur nom ne lui apprenait pas. Cet oubli si vivace, qui recouvre si rapidement le passé le plus récent, cette ignorance si envahissante, crée, par contre-coup, une valeur d'érudition à un petit savoir d'autant plus précieux qu'il est peu répandu, s'appliquant à la généalogie des gens, à leur vraie situation, à la raison d'amour, d'argent ou autre, pourquoi ils se sont alliés à telle famille ou mésalliés, savoir prisé dans toutes les sociétés où règne un esprit conservateur. Savoir que mon grand-père possédait au plus haut degré concernant la bourgeoisie de Combray et de Paris. Savoir que Saint-Simon prisait tant que, au moment où il célèbre la merveilleuse intelligence du prince de Conti, avant même de parler des sciences, ou plutôt comme si c'était la première des sciences, il le loue d'avoir été un très bel esprit, lumineux, juste, exact, étendu, d'une lecture infinie, qui n'oubliait rien, qui connaissait les généalogies, leurs chimères et leurs réalités, d'une politesse distinguée selon le rang, le mérite, rendant tout ce que les princes du sang doivent et qu'ils ne rendent plus. Il s'en expliquait même, et sur leurs usurpations, l'histoire des livres et des conversations lui fournissait de quoi placer ce qu'il trouvait de plus obligeant sur la naissance, les emplois, etc. Moins brillant pour tout ce qui avait trait à la bourgeoisie de Combray et de Paris, mon grand-père ne le savait pas avec moins d'exactitude et ne le savourait pas avec moins de gourmandise. Ces gourmets-là, ces amateurs-là, étaient devenus peu nombreux qui savaient que Gilberte n'était pas Forcheville, ni Madame de Cambremer, Méséglise, ni la plus jeune, une Valentonnet. Peu nombreux, peut-être même pas recrutés dans la plus haute aristocratie. Ce ne sont pas forcément les dévots, ni même les catholiques, qui sont le plus savants concernant la légende dorée ou les vitraux du XIIIe siècle, mais souvent dans une aristocratie secondaire, plus friande de ce qu'elle n'approche guère et qu'elle a d'autant plus de loisir d'étudier qu'elle le fréquente moins, se retrouvant avec plaisir, faisant la connaissance les uns des autres, donnant de succulents dîners de corps comme la Société des bibliophiles ou les Amis de Reims, dîners où on déguste des généalogies. Les femmes n'y sont pas admises, mais les maris rentrent en disant à la leur « J'ai fait un dîner intéressant. Il y avait un monsieur de la Raspelière qui nous a tenus sous le charme en nous expliquant que cette Madame de Saint-Loup, qui a cette jolie fille, n'est pas du tout née Forcheville. C'est tout un roman. » L'amie de Bloch et de la duchesse de Guermantes n'était pas seulement élégante et charmante, elle était intelligente aussi, et la conversation avec elle était agréable, mais elle m'était rendue difficile parce que ce n'était pas seulement le nom de mon interlocutrice qui était nouveau pour moi, mais celui d'un grand nombre de personnes dont elle me parla et qui formaient actuellement le fond de la société. Il est vrai que, d'autre part, comme elle voulait m'entendre raconter des histoires, beaucoup de ceux que je lui citais ne lui dirent absolument rien. Ils étaient tous tombés dans l'oubli, du moins ceux qui n'avaient brillé que de l'éclat individuel d'une personne, et n'étaient pas le nom générique et permanent de quelques célèbres familles aristocratiques, dont la jeune femme savait rarement le titre exact, supposant des naissances inexactes sur un nom qu'elle avait entendu de travers la veille dans un dîner. Et elle ne les avait pour la plupart jamais entendus prononcer, n'ayant commencé à aller dans le monde, non seulement parce qu'elle était encore jeune, mais parce qu'elle habitait depuis peu la France et n'avait pas été reçue tout de suite, que quelques années après que je m'en étais moi-même retiré. De sorte que, si nous avions en commun un même vocabulaire de mots, pour les noms, celui de chacun de nous était différent. Je ne sais comment le nom de Madame Leroy tomba de mes lèvres et, par hasard, mon interlocutrice, grâce à quelques vieilles amies, galant auprès d'elle de Madame de Guermantes, en avait entendu parler. Mais inexactement comme je le vis au ton dédaigneux dont cette jeune femme snob me répondit « Si je sais qu'est Madame Leroy, une vieille amie de Bergotte », d'un ton qui voulait dire une personne que je n'aurais jamais voulu faire venir chez moi. Je compris très bien que le vieil ami de Madame de Guermantes
en parfait homme du monde, imbu de l'esprit des Guermantes, dont un des traits est de ne pas avoir l'air d'attacher d'importance aux fréquentations aristocratiques, avait trouvé trop bête et trop anti-Guermante de dire « Madame le roi », qui fréquentait toutes les altesses, toutes les duchesses. Et il avait préféré dire « Elle était assez drôle, elle a répondu un jour à Bergotte ceci. » Seulement, pour les gens qui ne savent pas, ces renseignements par la conversation équivalent à ceux que donne la presse aux gens du peuple et qui croient alternativement, selon leur journal, que M. Loubet et M. Reinhardt sont des voleurs ou de grands citoyens. Pour mon interlocutrice, Madame Leroy avait été une espèce de Madame Verdurin, première manière, avec moins d'éclat, et dont le petit clan eût été limité au seul Bergotte. Cette jeune femme est d'ailleurs une des dernières qui, par un pur hasard, ait entendu le nom de Madame Leroy. Aujourd'hui, personne ne sait plus qui c'est, ce qui est du reste parfaitement juste. Son nom ne figure même pas dans l'index des mémoires posthumes de Madame de Villeparisis, de laquelle Madame Leroy occupa tant l'esprit. La marquise n'a d'ailleurs pas parlé de Madame Leroy, moins parce que celle-ci de son vivant avait été peu aimable pour elle, que parce que personne ne pouvait s'intéresser à elle après sa mort. Et ce silence est dicté moins par la rancune mondaine de la femme que par le tact littéraire de l'écrivain. Ma conversation avec l'élégante amie de Bloch fut charmante, car cette jeune femme était intelligente. Mais cette différence entre nos deux vocabulaires la rendait malaisée et en même temps instructive. Nous avons beau savoir que les années passent, que la jeunesse fait place à la vieillesse, que les fortunes et les trônes les plus solides s'écroulent, que la célébrité est passagère, notre manière de prendre connaissance et, pour ainsi dire, de prendre le cliché de cet univers mouvant, entraîné par le temps, l'immobilise au contraire. De sorte que nous voyons toujours jeunes les gens que nous avons connus jeunes, que ceux que nous avons connus vieux, nous les parons rétrospectivement dans le passé des vertus de la vieillesse, que nous nous fions sans réserve au crédit d'un milliardaire et à l'appui d'un souverain, sachant par le raisonnement, mais ne croyant pas effectivement qu'ils pourront être demain des fugitifs dénués de pouvoir. Dans un champ plus restreint et de mondanité pure, comme dans un problème plus simple qui initie à des difficultés plus complexes, mais de même ordre, l'inintelligibilité qui en résultait dans notre conversation avec la jeune femme, du fait que nous avions vécu dans un certain monde à 25 ans de distance, me donnait l'impression et aurait pu fortifier chez moi le sens de l'histoire. Du reste, il faut bien dire que cette ignorance des situations réelles, qui tous les 10 ans fait surgir les élus dans leur apparence actuelle et comme si le passé n'existait pas, qui empêche pour une Américaine fraîchement débarquée de voir que M. de Charlus avait eu la plus grande situation de Paris à une époque où Bloch n'en avait aucune, et que Swann, qui faisait tant de frais pour M. Bontemps, avait été traité avec la plus grande amitié par le prince de Galles. Cette ignorance n'existe pas seulement chez les nouveaux venus, mais chez ceux qui ont fréquenté toujours des sociétés voisines. Et cette ignorance, chez ces derniers comme chez les autres, est aussi un effet, mais cette fois s'exerçant sur l'individu et non sur la courbe sociale, du temps. Sans doute, nous avons beau changer de milieu, de genre de vie, notre mémoire, en retenant le fil de notre personnalité identique, attache à elle, aux époques successives, le souvenir des sociétés où nous avons vécu, fût-ce 40 ans plus tôt. Bloch, chez le prince de Guermantes, savait parfaitement l'humble milieu juif où il avait vécu à 18 ans. Et Swann, quand il n'aima plus Madame Swann, mais une femme qui servait le thé chez ce même Colombin où Madame Swann avait cru quelque temps qu'il était chic d'aller, comme au thé de la rue Royale. Swann savait très bien sa valeur mondaine, se rappelant Twickenham, n'avait aucun doute sur les raisons pour lesquelles il allait plutôt chez Colombin que chez la duchesse de Broglie, et savait parfaitement qu'il eût été lui-même 1000 fois moins chic que cela ne l'eût pas empêché d'aller chez Colombin ou à l'hôtel Ritz, puisque tout le monde peut y aller en payant. Sans doute, les amis de Bloch ou de Swann se rappelaient eux aussi la petite société juive ou les invitations à Twickenham, et ainsi les amis, comme des mois, un peu moins distincts de Swann et de Bloch, ne séparaient pas dans leur mémoire du Bloch élégant d'aujourd'hui, le Bloch sordide d'autrefois, du Swann de chez Colombin des derniers jours, le Swann de Buckingham Palace. Mais ces amis étaient, en quelque sorte, dans la vie, les voisins de Swann. La leur s'était développée sur une ligne assez voisine pour que leur mémoire pût être assez pleine de lui.
Mais chez d'autres, plus éloignés de Swann, à une distance plus grande de lui, non pas précisément socialement, mais d'intimité, qui avaient fait la connaissance plus vague et les rencontres très rares, les souvenirs moins nombreux avaient rendu les notions plus flottantes. Or, chez les étrangers de ce genre, au bout de 30 ans, on ne se rappelle plus rien de précis qui puisse prolonger dans le passé et changer de valeur l'être qu'on a sous les yeux. J'avais entendu dans les dernières années de la vie de Swann des gens du monde pourtant, à qui on parlait de lui, dire, et comme si ça avait été son titre de notoriété, vous parlez du Swann de chez Colombin. J'entendais maintenant des gens qui auraient pu pourtant dû savoir dire en parlant de Bloch, le Bloch Guermantes, le familier des Guermantes. Ces erreurs qui scindent une vie et en isolant le présent font de l'homme dont on parle un autre homme, un homme différent, une création de la veille, un homme qui n'est que la condensation de ses habitudes actuelles, alors que lui porte en lui-même la continuité de sa vie, qui le relie au passé. Ces erreurs dépendent bien aussi du temps, mais elles sont non un phénomène social, mais un phénomène de mémoire. J'eus dans l'instant même un exemple d'une variété assez différente, il est vrai, mais d'autant plus frappante, de ces oublis qui modifient pour nous l'aspect des êtres. Un jeune neveu de Madame de Guermantes, le marquis de Villemondois, avait été jadis pour moi d'une insolence obstinée, qui m'avait conduit, par représailles, à adopter à son égard une attitude si insultante que nous étions devenus tacitement comme deux ennemis. Pendant que j'étais en train de réfléchir sur le temps, en cette matinée chez la princesse de Guermantes, il se fit présenter à moi en disant qu'il croyait que j'avais connu de ses parents, qu'il avait lu des articles de moi et désirait faire ou refaire ma connaissance. Il est vrai de dire qu'avec l'âge, il était devenu, comme beaucoup, d'impertinent sérieux. Il n'avait plus la même arrogance et que, d'autre part, on parlait de moi pour de bien minces articles cependant, dans le milieu qu'il fréquentait. Mais ces raisons de sa cordialité et ses avances ne furent qu'accessoires. La principale, ou du moins celle qui permit aux autres d'entrer en jeu, c'est que, ou ayant une plus mauvaise mémoire que moi, ou ayant attaché une attention moins soutenue à mes ripostes que je n'avais fait autrefois à ses attaques, parce que j'étais alors pour lui un bien plus petit personnage qu'il n'était pour moi, il avait entièrement oublié notre inimitié. Mon nom lui rappelait tout au plus qu'il avait dû me voir, ou quelqu'un des miens, chez une de ses tantes. Et ne sachant pas au juste s'il se faisait présenter ou représenter, il se hâta de me parler de sa tante, chez qui il ne doutait pas qu'il avait dû me rencontrer, se rappelant qu'on y parlait souvent de moi, mais non de nos querelles. Un nom, c'est tout ce qui reste bien souvent pour nous d'un être, non même pas quand il est mort, mais de son vivant. Et nos notions actuelles sur lui sont si vagues ou si bizarres, et correspondent si peu à celles que nous avons eues de lui, que nous avons entièrement oublié que nous avons failli nous battre en duel avec lui. Mais que nous nous rappelons qu'il portait enfant d'étranges guêtres jaunes aux Champs-Élysées, dans lesquels, par contre, malgré que nous le lui assurions, il n'a aucun souvenir d'avoir joué avec nous. Bloch était entré en sautant comme une hyène. Je pensais, il vient dans des salons où il n'est pas pénétré il y a 20 ans. Il avait aussi 20 ans de plus. Il était plus près de la mort. À quoi cela l'avançait-il ? De près, dans la translucidité d'un visage où, de plus loin et mal éclairé, je ne voyais que la jeunesse gaie, soit qu'elle y survécût, soit que je l'y évocasse, se tenait le visage, presque effrayant, tout anxieux, d'un vieux Shylock attendant, tout grimé dans la coulisse, le moment d'entrer en scène, récitant déjà les premiers vers à mi-voix. Dans 10 ans, dans ces salons où leur veulerie l'aurait imposé, il entrerait en béquillant, devenu maître, trouvant une corvée d'être obligé d'aller chez les deux la trémoille. À quoi cela l'avançait-il ? Des changements produits dans la société, je pouvais d'autant plus extraire des vérités importantes et dignes de cimenter une partie de mon œuvre qu'il m'était nullement, comme j'aurais pu être en premier moment, tenté de croire, particulier à notre époque. Au temps où moi-même, à peine parvenu, j'étais entré plus nouveau que ne l'était Bloch lui-même aujourd'hui, dans le milieu des Guermantes. J'avais dû y contempler, comme faisant partie intégrante de ce milieu, des éléments absolument différents,
agrégés depuis peu et qui paraissaient étrangement nouveaux à de plus anciens, dont je ne les différenciais pas et qui eux-mêmes, crus par les ducs d'alors, membres de tout temps du faubourg, y avaient, eux, ou leur père ou leur grand-père étaient jadis des parvenus. Si bien que ce n'était pas la qualité d'homme du grand monde qui rendait cette société si brillante, mais le fait d'avoir été assimilé plus ou moins complètement par cette société, qui faisait de gens qui 50 ans plus tard paraissaient tous pareils, des gens du grand monde. Même dans le passé, où je reculais le nom de Guermantes pour lui donner toute sa grandeur, et avec raison du reste, car sous Louis XIV, les Guermantes, quasi royaux, faisaient plus grande figure qu'aujourd'hui. Le phénomène que je remarquais en ce moment se produisit de même. Ne les avait-on pas vus alors s'allier avec la famille Colbert, par exemple, laquelle, aujourd'hui, il est vrai, nous paraît très noble, puisqu'épouser une Colbert semble un grand parti pour un La Rochefoucauld. Mais ce n'est pas parce que les Colbert, simples bourgeois alors, étaient nobles que les Guermantes s'allièrent à eux. C'est parce que les Guermantes s'allièrent à eux qu'ils devinrent nobles. Si le nom d'Aussonville s'éteint comme le représentant actuel de cette maison, il tirera peut-être son illustration de descente de Madame de Staël, alors qu'avant la Révolution, M. d'Aussonville, un des premiers seigneurs du royaume, tirait vanité auprès de M. de Broglie de ne pas connaître le père de Madame de Staël et de ne pas pouvoir plus le présenter que M. de Broglie ne pouvait le présenter lui-même. Ne se doutant guère que leur fils épouserait un jour la fille, l'autre, la petite-fille de l'auteur de Corinne. Je me rendais compte, d'après ce que me disait la duchesse de Guermantes, que j'aurais pu faire dans ce monde la figure d'homme élégant non titré, mais qu'on croit volontiers affilié de tout temps à l'aristocratie, que Swann y avait fait autrefois, et avant lui, M. Lebrun, M. Ampère, tous ses amis de la duchesse de Broglie, qui elle-même était au début fort peu du grand monde. Les premières fois que j'avais dîné chez Madame de Guermantes, combien n'avais-je pas dû choquer des hommes comme M. de Beaucerfeuil, moins par ma présence que par des remarques témoignant que j'étais entièrement ignorant des souvenirs qui constituaient son passé et donnaient sa forme à l'usage qu'il avait de la société. Bloch, un jour, quand, devenu très vieux, il aurait une mémoire assez ancienne du salon Guermantes tel qu'il se le présentait à ce moment-là à ses yeux, éprouverait le même étonnement, la même mauvaise humeur en présence de certaines intrusions, de certaines ignorances. Et d'autre part, il aurait sans doute contracté et dispenserait autour de lui ces qualités de tact et de discrétion que j'avais cru le privilège d'hommes comme M. de Norpois, et qui se reforment et s'incarnent dans ceux qui nous paraissent entre tous les exclure. D'ailleurs, le cas qui s'était présenté pour moi d'être admis dans la société des Guermantes m'avait paru quelque chose d'exceptionnel. Mais si je sortais de moi et du milieu qui m'entourait immédiatement, je voyais que ce phénomène social n'était pas aussi isolé qu'il m'avait paru d'abord, et que du bassin de Combray où j'étais né, assez nombreux, en somme, étaient les jets d'eau qui, symétriquement à moi, s'étaient élevés au-dessus de la même masse liquide qui les avait alimentés. Sans doute les circonstances ayant toujours quelque chose de particulier et les caractères d'individuels, c'était de façon toute différente que le Grandin, par l'étrange mariage de son neveu, à son tour avait pénétré dans ce milieu, que la fille d'Odette s'y était apparentée, que Swann lui-même et moi, enfin, y étions venus. Pour moi qui avais passé enfermé dans ma vie et la voyant du dedans, celle de Legrandin me semblait n'avoir aucun rapport et avoir suivi un chemin opposé, de même que celui qui suit le cours d'une rivière dans sa vallée profonde ne voit pas qu'une rivière divergente, malgré les écarts de son cours, se jette dans le même fleuve. Mais à vol d'oiseau, comme fait le staticien qui néglige la raison sentimentale, les imprudences évitables qui ont conduit telle personne à la mort et compte seulement le nombre de personnes qui meurent par an, on voyait que plusieurs personnes, parties d'un même milieu dont la peinture a occupé le début de ce récit, étaient parvenues dans un autre tout différent, et il est probable que, comme il se fait par an à Paris, un nombre moyen de mariages, tout autre milieu bourgeois cultivé et riche eût fourni une proportion à peu près égale de gens comme Swann, comme Legrandin, comme moi et comme Bloch, qu'on retrouverait se jetant dans l'océan du grand monde. Et d'ailleurs, il s'y reconnaissait. Car si le jeune homme, le jeune comte de Cambremer, émerveillait tout le monde par sa distinction, sa grâce, sa sobre élégance, je reconnaissais en elle, en même temps que dans son beau regard et dans son désir ardent de parvenir,
ce qui caractérisait déjà son oncle, le Grandin, c'est-à-dire un vieil ami fort bourgeois, quoique de tournure aristocratique, de mes parents. La bonté, simple maturation qui a fini par sucrer des natures plus primitivement acides que celles de Bloch, est aussi répandue que le sentiment de la justice qui fait que si notre cause est bonne, nous ne devons pas plus redouter un juge prévenu qu'un juge ami. Et les petits-enfants de Bloch seraient bons et discrets presque de naissance. Bloch n'en était peut-être pas encore là, mais je remarquais que lui qui jadis feignait de se croire obligé à faire 2 heures de chemin de fer pour aller voir quelqu'un qui ne lui avait guère demandé, maintenant qu'il recevait beaucoup d'invitations, non seulement à déjeuner et à dîner, mais à venir passer 15 jours ici, 15 jours là, en refusait beaucoup et sans le dire, sans se vanter de les avoir reçus, de les avoir refusés. La discrétion dans les actions, dans les paroles, lui était venue avec la situation sociale. Et l'âge, avec une sorte d'âge social, si on peut dire. Sans doute Bloch était jadis indiscret autant qu'incapable de bienveillance et de conseil. Mais certains défauts, certaines qualités sont moins attachées à tel individu, à tel autre, qu'à tel ou tel moment de l'existence, considérés au point de vue social. Ils sont presque extérieurs aux individus, lesquels passent dans leur lumière comme sous des solstices variés, préexistants, généraux, inévitables. Les médecins qui cherchent à se rendre compte si tel médicament diminue ou augmente l'acidité de l'estomac, active ou ralentit ses sécrétions, obtiennent des résultats différents, non pas selon l'estomac, sur les sécrétions duquel ils prélèvent un peu de suc gastrique, mais selon qu'ils le lui empruntent à un moment plus ou moins avancé de l'ingestion du remède.